Bienvenue sur Jambon Coquillette, un podcast Bubble Mag. S'il y a une chose qui me désole en ce moment, c'est d'entendre mon ado répondre à la moindre de mes propositions par ce mot que j'ai en horreur, flemme. Mais où est passé mon petit curieux, prêt à toutes les aventures et qui répétait pourquoi à longueur de journée? Qui l'a remplacé par cet ado blasé, scotché à son lit et son téléphone? À quel moment ai-je raté le coche? Qu'aurais-je dû faire pour entretenir sa curiosité? Pour répondre à ces questions et vous éviter le même écueil, j'ai interrogé Tatiana Gorloff, maman d'un jeune garçon et fondatrice du site Brainy Club. Après des études pour être professeure trilingue, Tatiana a travaillé dans le secteur bancaire avant de retourner à ses amours de jeunesse et de se former à 2 métiers complémentaires. La TRIZ pédagogie, une méthode pour stimuler la curiosité et la créativité basée sur l'analyse de plus de 40 000 brevets d'invention, et l'orthopédagogie pour aider les enfants à mieux apprendre. Elle propose aujourd'hui des ateliers en ligne pour enfants et adolescents sur la curiosité et la créativité notamment, mais également des formations à destination des parents sur l'attention. Bonjour Tatiana. Bonjour alors. Alors on va commencer par une question très simple. Qu'est-ce que la curiosité? La curiosité, c'est tout d'abord, ça vient du latin et cela veut dire soin à chercher. Chercher à découvrir, chercher à savoir plus, chercher de nouvelles expériences, c'est chercher à s'émerveiller de rien et s'intéresser à tout. Pour moi, la curiosité, c'est ça. Et alors à partir de quel âge apparaît-elle chez l'être humain? Moi, je dirais que c'est notre cadeau de naissance. Enfin, si on peut dire, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui, les tout petits bébés, ça leur permet de grandir et d'apprendre tous les jours énormément de choses. On le voit vraiment apparaître quand l'enfant commence à interagir avec les autres. Quand il commence à marcher, quand il commence à toucher à tout, même avant de marcher, à toucher à tout, à goûter à tout, c'est cette curiosité naturelle que la nature nous a offerte qui nous aide à se développer et à apprendre à plein de choses, surtout au début de notre vie, d'une manière extraordinaire. Et à quoi sert-elle cette curiosité? Alors elle est nécessaire à l'être humain? Pour moi, elle est indispensable. Pour moi, d'abord, elle est liée étroitement à la créativité. Et moi, la créativité, c'est le sujet que j'adore et c'est le sujet autour duquel je travaille beaucoup avec les enfants. La créativité, c'est ça qui fera la différence pour moi, pour nos enfants à l'avenir et même au quotidien. La créativité, c'est la capacité de trouver de nouvelles idées et la capacité de trouver plein de solutions à un problème donné, dans une situation donnée, et parmi ces plein de solutions, trouver la meilleure qui est la plus adaptée. La créativité, c'est ça. Et sans curiosité, ce n'est pas possible. C'est la première chose. Ensuite, la curiosité, c'est aussi le moteur des apprentissages. Quand on est curieux, on a envie d'apprendre. Quand on a appris quelque chose par curiosité, cette information, nous la gardons plus longtemps dans notre tête. La curiosité aussi, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, aux avis des autres. Et puis plein d'autres choses. L'optimisme. Quelqu'un qui est curieux, pour moi, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est toujours en train de chercher des choses, de nouvelles expériences, qui est optimiste. C'est super important, je pense, dans notre quotidien, et pas que pour les adultes, pour les enfants aussi. Et alors pourquoi, souvent on voit en effet des enfants petits, très curieux, qui touchent à tout, qui posent 1000 questions, l'âge des pourquoi. Comment on explique que cette curiosité, petit à petit, avec le temps, disparaît ou en tout cas s'amenuise énormément? Je pense que c'est la routine un peu qui prend sa place de plus en plus. Si vous voulez, les tout petits bébés, c'est leur travail principal, c'est d'apprendre, d'être curieux, d'aller chercher de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses. Et après, au fur et à mesure que nos enfants grandissent, nous les mettons un peu plus dans le cadre. Ils commencent à aller à l'école et puis il y a les devoirs, et puis on les inscrit aux sports différents, au club, et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, de plus en plus, ils ont
plein d'autres choses à faire, plein de choses à penser, il commence à avoir des responsabilités. Et puis, physiquement, enfin naturellement, ça laisse de moins en moins de temps à juste se poser, ouvrir les yeux et s'intéresser à autre chose. Et puis nous les adultes, pareil. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on rentre dans la routine et dans nos habitudes. Notre cerveau prend des raccourcis habituels. Et puis notre vie, la vitesse de notre vie, le rythme, ça ne nous donne pas tellement le temps de se poser et puis ouvrir les yeux, regarder le monde avec les yeux ouverts. Mais alors comment on peut faire pour, justement pour la maintenir chez les enfants le plus longtemps possible, pour la stimuler? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents? Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut d'abord, pour moi, c'est la première chose auquel nous devons penser comme les parents, ce qui n'est pas forcément évident au quotidien, mais c'est de la réaction avec laquelle nous recevons les questions des enfants. Si vous vous souvenez de cet âge un peu, l'âge de pourquoi, peut-être que si ça nous est arrivé en étant fatigué, en étant plein de nos propres pensées dans notre tête, à dire à notre enfant, mais arrête tes questions, c'est quoi cette question bête, et ainsi de suite. Ce sont des premières réactions qui mettent déjà des graines de doute dans la tête de nos enfants que peut-être les questions, c'est pas bien. Et puis, et pourtant, les questions, c'est la base de la curiosité. Et maintenir cette envie de poser des questions, c'est primordial. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. Et après, féliciter l'enfant pour sa question. Ça, c'est important, je trouve. Même si c'est une petite question d'enfant, même s'il a remarqué quelque chose et vous a posé la question parce qu'il a envie de se voir, souligner que c'est merveilleux cette question que tu poses. C'est vraiment, t'es fort de l'avoir vu parce que moi, je ne l'ai pas remarqué. Et puis, ne pas donner la réponse tout de suite. S'il est curieux, peut-être il va surfer un peu sur cette curiosité pour lui-même découvrir la réponse à sa question. On peut se dire que curiosité, c'est quelque chose qui ne rime pas très bien avec le mot exercice. Et pourtant, pour moi, si. Parce que comme notre corps a besoin d'exercice physique pour rester en forme, si nous voulons que notre cerveau se reste éveillé et reste curieux, il lui faut des exercices parfois. Parce que comme on a dit, par cette habituation de cerveau, nous la perdons au fil du temps, ce qui est normal. On peut se demander, on peut prendre un objet et réfléchir ce que nous ignorons de cet objet. Ça paraît assez difficile à tout début pour les enfants parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ces questions. D'habitude, les questions qu'on nous pose à l'école et que d'habitude les parents nous posent, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu sais? Par exemple, la dernière fois, on réfléchissait avec mon fils par rapport à une carotte. On était en train de préparer à manger, j'épluchais une carotte et puis on se dit, tiens, la carotte, on a l'impression de la connaître parfaitement et qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Et puis on s'est amusé à chercher des questions. Qu'est-ce qu'un effet? Et on ne sait pas grâce à quoi elle est orange. Et pourquoi on dit que ce sont les lapins qui aiment les carottes. Il y a plein d'autres animaux qui aiment les carottes. Et pourquoi à chaque fois on dit carotte, c'est lié, très, très lié au lapin, par exemple. Mais du coup, là, l'idée, c'est juste de se poser des questions et d'élargir son champ d'interrogation, ou c'est aussi de trouver les réponses? Les réponses, ça vient après. Pour l'instant, c'est vraiment uniquement de se poser des questions. De se poser, de se poser des questions et de savoir qu'il y a même des choses que nous côtoyons au quotidien et des choses qui nous paraissent vraiment qu'on connaît. Il y a énormément de choses évidentes. Il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. Et après, forcément, il y a souvent, quand on se pose une question par rapport à quelque chose, on a envie d'aller creuser derrière. Alors là, on a abordé la curiosité verbale. Il y a aussi toute une curiosité expérimentale de l'enfant qui va essayer, qui va toucher, qui va mélanger, qui va transférer. Enfin, et ça aussi, c'est une forme de curiosité, non? Complètement. Toutes les expériences, que ce soit par question, par questionnement, ou en mélangeant des choses, en touchant à tout, en essayant, en essayant le goût. Donc tout ça, pour moi, c'est exactement la même chose. Ça va ensemble.
Parce que souvent, en tant que parent, on peut se dire, «Arrête de toucher à ça, c'est sale, tu fais des bêtises, tu vas en mettre partout», est-ce que ça aussi, c'est pas justement, fermer la curiosité de l'enfant en réagissant comme ça? Complètement. Ça va ça va ensemble avec, «Arrête tes questions, c'est une question bête». Ça va exactement, ça va dans les mêmes tas, ces réflexions. Ne touche pas, c'est notre réaction normale de parents. Nous savons qu'après, il faut il peut se mettre en danger, il faudra nettoyer et ainsi de suite. Donc mais en effet, il faut, laisser l'enfant, tout en préservant sa sécurité, expérimenter, euh, expérimenter, j'en sais rien, l'escalade, aller dans la boue, toucher si c'est pas dangereux, mais ne le freinez pas dans ses envies d'explorer, d'expérimenter pour recevoir de nouvelles sensations. Et parce que Mmh. c'est ça, la curiosité. Et si on est constamment à dire ne touche pas, c'est sale, c'est dangereux, c'est piquant, c'est un effet, et à un moment, il l'arrêtera. Alors, ce que je disais dans l'introduction, c'est que, je suis maman d'un ado et j'ai l'impression qu'à l'adolescence, la curiosité en prend un sale coup. Heu, vous avez vous-même des ateliers pour les adolescents? Comment les stimulez-vous? En effet, les adolescents, c'est un sujet particulier. Il y a plein de choses qui se passent dans leur corps, dans leur tête, ils se croient déjà de grands adultes. Je pense que ce qui est le plus important, enfin, du point de vue des parents, par exemple, c'est de ne pas rompre ce lien que vous l'avez instauré. Un des conseils que je donne toujours aux parents, si vous voulez avoir un enfant curieux, soyez curieux vous-même. S'il voit que vous faites attention, hein, à une petite, je ne sais pas, je ne sais rien, une petite bête qui passe parce qu'elle est brillante, la couleur est magnifique, mais à force de vous voir, votre enfant, il fera attention à ça étant petit. Et puis, l'adolescence passée, peut-être ça restera cette capacité de s'émerveiller parce qu'il vous verra toujours vous dans cet état d'esprit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre Oui, question, oui. du coup. Je crois que je vais être encore plus curieuse justement. Dans vos ateliers pour adolescents, quel genre d'exercice leur faites-vous faire? Les exercices ne se diffèrent pas tellement entre les ateliers pour les plus petits et les ateliers pour les adolescents. Là, je peux poser exactement, par exemple, la même question dont on a parlé un peu avant, par rapport à poser des questions par rapport à quelque chose. On Vous peut avez d'autres, travailler, oui, vous avez d'autres exemples d'exercices? par exemple, on peut aussi euh, travailler autour d'exercices que j'appelle bien, pas bien. Cela veut dire trouver quelque chose qui est forcément, enfin pas forcément, mais qui, admettons, négatif. Et trouver des situations dans lesquelles ce moment négatif peut être positif. Par exemple, la pluie, c'est bien ou c'est pas bien? Ça, c'est, et puis chercher les arguments pour l'un ou pour l'autre. C'est l'ouverture d'esprit aussi. Ça fait partie de ce qu'on disait au début, que pour moi, la curiosité, la créativité, c'est aussi un gage de l'ouverture d'esprit parce qu'on essaie d'analyser les deux vérités, on va dire. Parce Mmh. qu'il n'y en a pas une, on va toujours approfondir ce qui mérite de l'être avant de trouver sa vérité. Vous voyez Mmh. où je Mmh. veux en Oui. venir? Les pour, les contre, les avis différents, les avis divergents, les arguments de chacun, mmh. Alors vous expliquez avoir été marqué en 2017 par une étude soulignant que 85 des emplois qui existeront en 2030 ne sont pas encore de ce monde. Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? C'était, on va dire, la dernière goutte dans la réflexion que nous avons entrepris un peu avant avec mon époux autour de l'éducation et autour on va dire, de l'avenir de notre fils. Et là, vraiment, enfin, je me suis dit, il faut changer quelque chose, vu ces statistiques, même qu'on peut les critiquer ou être d'accord ou pas, euh, il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a quand même quelque chose dont nos enfants ont besoin de plus que nous, on a eu. Et puis c'est là-dessus qu'en effet, nous avons un peu abandonné tout en région parisienne et puis
nous avons lancé nos projets Donc autour en fait, de... oui, à cette époque, vous étiez à Paris, Oui, en région parisienne. professeur de langue, c'est ça? Non, je suis professeure de langue de formation, mais la vie a voulu que je change un peu, je bifurque et je travaillais dans le secteur bancaire en région D'accord. parisienne. Donc là, vous décidez de quitter votre Oui, job et de partir en province. de revenir à mon premier amour parce que je pense que finalement, grâce à mon fils, ça a été possible, c'est devenu possible et c'était ce que je voulais faire depuis longtemps. Et puis, je me suis formée parce qu'en cherchant partout autour des soft skills, les compétences qu'on appelle les soft skills ou les compétences douces, Les soft skills, c'est ça? Les soft compétences, oui, skills, soft, le ouais, mot le soft en mot anglais. D'accord. soft skills comme doux. Nous parlons beaucoup de ces compétences, surtout quand on parle du monde des recrutements, des ressources humaines, plutôt pour le monde adulte. Mais les enfants en ont besoin au quotidien aussi, et c'est dès l'enfance que ces compétences se développent. Et puis, nous, à force de réflexion, nous avons identifié, on va dire, les top 3 de ces compétences. C'est la confiance en soi, la capacité d'apprendre rapidement d'une manière efficace et justement avoir cet esprit curieux, créatif, vif, optimiste pour toujours pouvoir trouver des solutions dans toute situation. Et donc, c'est autour de... Juste pour Oui, que oui, juste pour préciser pour les auditeurs, ça s'oppose aux hard skills qui sont celles qu'on apprend à l'école, qui est c'est plutôt ça. le savoir. Plutôt le savoir, D'accord. enfin, la techno, oui, c'est plutôt les choses. La connaissance et là, c'est les compétences ou la façon d'être. C'est exactement ça. Les compétences comportementales, on les appelle aussi, ils ont plusieurs psychosociales dans le monde éducatif. Et donc, je me forme aux plusieurs méthodes. Donc, la première, c'est la trisépédagogie. C'est la méthode qui aide les enfants à développer justement leur créativité, leur curiosité, leur capacité de trouver des solutions dans toute situation, qui est basée sur voilà, sur une méthode de créativité qui était, il y a une soixantaine d'années, créée pour aider les inventeurs à inventer d'une manière plus efficace, on va dire. Et ensuite, la deuxième méthode qui était absolument indispensable pour moi, c'est d'apprendre aux enfants comment apprendre d'une manière plus efficace. Et on va dire, c'est mon deuxième métier. Je suis orthopédagogue et le principe, c'est justement d'aider les enfants à apprendre mieux que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou veulent juste s'améliorer et voilà, être plus efficaces, utiliser des méthodes plus efficaces, apprendre à mieux réussir à l'école. Alors on va revenir sur votre vie à vous. Vous avez un enfant de 10 ans, 10 c'est ans, ça? un garçon de 10 ans, oui. Et vous avez testé sur vous toutes vos méthodes, sur lui toutes vos méthodes? Je dis toujours, c'est pour ça qu'à chaque fois, entre mes ateliers, j'essaie de donner des conseils aux parents. Je leur donne toujours des petits cahiers, des petits exercices à faire à la maison parce que pour moi, c'est un état d'esprit. Je fais le maximum que je peux, mais à 1 heure par semaine, je ne peux pas rendre l'enfant créatif. Il faut que le travail continue au quotidien, justement. Je sensibilise beaucoup les parents à ça. Et donc, en effet, nous, on essaye. Ce n'est pas toujours évident comme on est les parents. Il y avait plein de choses et plein de choses à gérer mais on essaie en effet au quotidien à se poser des questions, à ouvrir nos yeux aux choses qui se passent autour de nous, à résoudre des petits problèmes. Voilà, forcément, j'implémente tout ce que j'enseigne dans ma vie quotidienne. Et alors comment il est votre petit garçon de 10 ans? Bon, mon petit garçon de 10 ans, enfin, il est bien. Il est déjà, au fait, il faut dire aussi qu'il est, euh, je pense, c'est un enfant qui est très très vif. C'est un enfant qui reste très peu euh, sans bouger et qui est tout le temps en train de toucher. Même à ses 10 ans, il a toujours envie de mélanger des ingrédients dans la cuisine. Il est toujours en train de chercher quelque chose. Donc je pense que ça l'aide aussi. Il est un peu, on va dire, sa nature, on a su la préserver.
Mmh. Mais pourtant, toutes les choses qu'on fait ensemble autour justement de mes ateliers et autour des exercices que je travaille, et qu'en effet, forcément, on fait ensemble souvent, je trouve ces graines qui poussent un peu et ça me fait très plaisir parce que des fois, par exemple, même si à moi aussi, ça m'arrive de dire, je ne sais pas, à une des questions, par exemple, où je suis pressée euh, ou je ne sais vraiment pas, ou voilà, c'est pas le moment. Mais lui, il me fait des réflexions du type, mais comment tu sais, comment ça, maman, tu ne sais pas? Tu sais qu'il faut juste réfléchir. Ah oui, c'est sûr, en effet. Et je vois des signes comme ça qui font penser qui me font penser que c'est ça y est, les petites graines, elles sont Mmh. plantées. Ils sont plantés. Et puis des fois, il m'amène des fleurs du jardin en disant, regarde, maman, comment les pétales sont plantés tout droit là. Regarde, mais comment la nature a pu penser à ça. Donc, enfin, en tout cas, à l'âge de 10 ans encore, je suis contente qu'il a cette vivacité et cette curiosité d'esprit d'aller chercher des choses comme des fleurs, comme des feuilles, comme voilà, la couleur. Mmh. Hier, on s'est arrêté, il y avait un petit coq qui est passé sur la route et ses plumes étaient magnifiques, couleur bleu-vert. Et puis il m'a dit, attends, il faut aller on va aller le toucher, peut-être qu'il laissera, je vais vous regarder de près. Enfin voilà, pour non, enfin, Mmh. c'est- Pour le moment, il pour a le il a gardé cette moment, curiosité, oui. oui, il regarde le monde avec les yeux, les yeux ouverts. Alors, on va terminer sur une chose, que vous dites que je trouve très belle sur votre site, que vous écrivez. Vous dites: «Le vrai curieux ne craint ni la nouveauté ni l'étrange. Il ignore frontières et barrières sociales pour aller à la rencontre des gens et des choses». Est-ce que vous pensez que la curiosité peut changer le monde? Je pense en effet que les personnes curieuses peuvent faire quelque chose qui changera le monde au fur et à mesure. Si on est curieux à ce qui se passe autour de nous, si on est curieux à ce que les autres pensent sans forcément les juger, sans forcément les critiquer, mais juste comprendre leur point de vue, euh, si moi je le crois, oui. Je suis persuadée que si on change, si on aide nos enfants à maintenir cette curiosité, cette vivacité d'esprit, cet optimisme euh, dans leur tête, ça l'aidera non seulement eux dans leur vie, mais ça aidera le monde à infini. Alors on termine par la question traditionnelle qui est, quelle est votre recette SOS, quand vous n'avez pas envie de cuisiner et qu'il faut préparer un repas? D'où le le nom de ce podcast, Jambon coquillette. Jambon Mais coquillette. là, vous n'avez pas le droit de dire jambon coquillette. Parce qu'en effet, c'est une réaction, c'est le raccourci que le cerveau prend. Quand je suis très salade. Je suis très, très salade. Mmh. J'ai toujours des feuilles de salade verte dans mon frigo. Et je prends tout ce qui peut se mélanger et mettre dans les salades. J'ai un bout de concombre, un peu de fromage. Je suis beaucoup épices et des huiles de toutes sortes, de noix, voilà. Et j'ai la chance aussi, un peu forcé, travailler, que mon garçon, il mange de tout, tous les légumes et tout, et on est facile de ce côté dans la famille. Donc salade. Donc c'est une salade créative Une salade, oui, qui forcément, mélange, qui est à chaque fois créative parce que j'ai pas tellement enfin, si j'ai des recettes, mais souvent il y a pas tout on forcément, on fait avec ce qu'on mélange, a. voilà, ce D'accord. qui, euh, ce qu'il y a, et puis des olives, et puis voilà, et puis ça passe très Eh bien. ben, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Tatiana. Je rappelle donc, enfin, votre site internet brainy-club.fr. Ouais. Je mettrai dans les notes de l'épisode, le lien vers votre site. Bonne continuation et puis les auditeurs, voilà, si vous voulez vous renseigner. Je trouve que c'est est-ce que vous faites des formations pour les parents? Parce que de ce que je comprends, on va terminer là, mais on termine là, mais comme vous dites, 1 heure par semaine d'atelier, c'est pas suffisant et c'est surtout nous, parents, la façon dont on se comporte avec nos enfants qui va stimuler cette curiosité. Est-ce que vous faites des formations pour les parents justement? Autour de ce sujet-là, non.
Mais plusieurs fois, les parents m'ont demandé au moins de faire, parce que je donne des conseils au fur et à mesure, mais en effet, de faire quelque chose de récapitulatif avec plein de conseils regroupés, on Ouais, va dire, au même endroit. Non, je le ferai peut-être. Mais je fais une mini-formation pour les parents autour de l'attention, parce que beaucoup de parents se plaignent justement de l'attention, de manque ah oui, du d'attention manque chez leurs d'attention. enfants. Ouais. C'est un sujet qui Mm. revient vraiment au quotidien. Et Et donc là, vous avez une formation pour les parents à ce c'est sujet-là. ça, une mini-formation, oui, D'accord. qui leur donne quelques billes pour gérer ça, Mm. surtout lors des devoirs, forcément. Super. Merci beaucoup, C'est Tatiana, moi. et peut-être à une prochaine fois. Bonne fin de journée. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui 2 petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt!